Je suis Julien Morin, commercial en infogérance pour le groupe Vfleet. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler cybersécurité. Et donc, pour cela, je me suis fait épauler par un expert du sujet. Donc, Nathan, je vais te laisser te présenter. Enchanté tout le monde, Nathan Bramley, Head of Cyber et donc avec une grosse casquette expertise pour le coup. Donc en tant qu'analyste SOC, j'ai travaillé pendant pas mal de temps chez des grosses structures et après particulièrement en tant qu'analyste CERT, voilà, dédié principalement à des PME et des ETI pour le coup, donc avec une grosse casquette d'expertise. Donc, pour présenter brièvement le groupe, en fait, c'est un regroupement de 6 sociétés historiques. On s'est regroupé donc en 4 entités pour apporter plus de clarté à nos clients: la partie infogérance, la partie sûreté, la partie télécom et la partie gestion. L'idée de ça, c'est d'avoir une lisibilité claire sur les rôles de chacun. On préfère avoir des experts dans un domaine plutôt qu'être moyen partout. Voilà, donc en fonction de chaque catégorie, on a un expert dédié. Aujourd'hui, on est là pour parler cybersécurité. Donc moi, je représente la partie infogérance et cybersécurité du groupe. Et donc ensuite, on a la partie télécom, application de gestion et sûreté. Donc s'il y a des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à en parler à votre commercial préféré, qui lui vous renverra vers la bonne personne. Et puis on a nos valeurs qui ont été votées par les salariés du groupe, et ça a son importance. Et donc tout ce qui concerne la satisfaction client, bien entendu, notre expertise, l'esprit d'équipe qu'il peut y avoir et l'entraide, que ce soit en interne, mais aussi auprès des clients. Et bien entendu, on garde notre démarche de proximité avec toutes nos agences qui sont réparties sur le Grand Ouest et le centre Val-de-Loire. Je vais laisser en dire un petit peu plus sur toi, Nathan, Avec grand maintenant. plaisir. Avec grand plaisir. Qui suis-je? Donc, mon rôle principalement, donc, en tant qu'expert cybersécurité, avec une grosse casquette d'expertise en réponse à incidents, particulièrement spécialisé autour de l'axe vraiment PME et ETI, donc globalement autour du tissu économique français, hein, pour le coup. En 2024, ce sont plus de 75 réponses à incidents qui ont été traitées par nos équipes. Et donc, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est ça va de la simple compromission d'une boîte aux lettres jusqu'à la compromission d'un tenant Microsoft, Google, allant jusqu'à effectivement les attaques de plus grosse ampleur, ransomware, exfiltration de données et tout ce qui en suit. Voilà. De mon côté, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter en fin de compte tout simplement des retours d'expérience et une offre adéquate pour des PME dans lequel on va être en capacité de pouvoir être pragmatique vis-à-vis de la demande et du marché actuel. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer un accompagnement 360 de la cybersécurité pour les PME et les ETI, en commençant par de la prévention, des audits, des tests d'intrusion, de la protection par le biais du MXDR qu'on va vous présenter dans quelques minutes, et tout simplement de la réponse. On estime qu'on est les pompiers les plus à même de répondre à un incident, étant donné qu'on habite chez vous. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment cette approche 360 pour des PME et surtout 360, je le remplacerai par pragmatique en fin de compte. Voilà. En termes de certification à connaître et à reconnaître, pour le coup, on est France Cybersécurité, on appartient à l'Intercert France, dans lequel on retrouve ce qu'on appelle donc des CERT, Computer Emergency Response Team, donc des équipes de réponse à incidents, dans lequel on n'est pas peu fier d'en faire partie et surtout d'être reconnu par nos pairs. Ce qui se passe, c'est tout simplement dans ce groupe-là, on a cette capacité à pouvoir être en avance de phase, reconnaître la menace à l'avance et pouvoir, grâce à ces groupements, prévenir plutôt que guérir. On a d'autres reconnaissances, bon, il y en a beaucoup que vous connaissez sans doute, une particulière, Cibia. Tout simplement, on a été choisi par le Campus Cyber et l'Union européenne pour pouvoir porter l'offre des TPE et PME autour de la prise de maturité et l'amélioration de la posture de sécurité, tout simplement, des franciliens, des PME franciliennes, pardon. Voilà. Je n'explique pas les autres parce qu'il y en a beaucoup qu'on connaît. Oui. L'idée, c'est de faire une passe juste dessus. Voilà. L'important, en fait, le tout, c'est quand vous faites appel à une expertise cyber, c'est que la personne qui va intervenir ait tout ou partie de ses certifications, et c'est de bien en avoir connaissance pour avoir un référentiel qualitatif, tout simplement.
Bon, pour nos clients, l'idée, c'est de montrer qu'on a une grande diversité, hein. On intervient aussi bien auprès de petites PME que de grandes entreprises. On intervient également auprès des collectivités, des associations. Donc, votre structure a besoin d'être protégée. Et pour ça, la taille n'a pas d'importance. Donc, voilà, l'idée, c'est de montrer qu'on est en capacité d'accompagner tout le monde. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc toute la partie SOC, CERT, EDR, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Donc dans l'idée, on va faire un passage sur l'état de la menace. C'est important de rappeler le contexte actuel dans lequel on se trouve. Et après, je laisserai la main à Nathan pour faire son retour d'expérience, puisqu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des cas concrets et qui ont été traités par des personnes dont c'est le métier pour voir ce qu'il est possible de faire et avoir connaissance que subir une cyberattaque, c'est pas forcément perdre son entreprise. Et on finira forcément par vous présenter la meilleure solution. Et là, je vais faire mon rôle de commercial, mais bien entendu, c'est la nôtre, vous le savez bien. Donc effectivement, on est dans un contexte de cyberattaque qui est grandissant, notamment avec l'arrivée de l'IA qui prend une place très importante auprès des hackers. Ça leur permet d'être plus incisifs puisqu'ils vont pouvoir définir un périmètre beaucoup plus précis dans l'attaque. Ils vont pouvoir glaner des informations et les réutiliser grâce à l'intelligence artificielle pour exploiter aussi bien des failles matérielles que des failles humaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour se protéger correctement, un antivirus, on va dire classique ou aussi connu sous le nom de EPP, c'est-à-dire avec simplement une base de signature comme on a pu connaître par le passé, eh bien, n'est plus suffisant face à ces attaques intelligentes. Donc, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, si les hackers utilisent l'IA, et ben nous aussi, on va l'exploiter pour se défendre. Les risques aujourd'hui d'une cyberattaque, hein, il y en a plusieurs. On a sur la droite un petit peu l'image de l'iceberg, hein, c'est une vérité absolue, c'est-à-dire que quand vous allez subir une cyberattaque, on va avoir connaissance de certains coûts. Le coût de la remédiation, le temps que va passer l'équipe cybersécurité à répondre, prévenir ses clients, prévenir ses partenaires. Voilà, ça c'est toute la partie qu'on connaît déjà. Mais il va y avoir toute une phase de coûts cachés, la hausse des primes d'assurance, par exemple. Il va également y avoir l'augmentation des coûts qui sont liés à la perte de clients, qui vont engendrer une perte d'activité. Donc tout ça génère une perte financière qui peut vite devenir astronomique et dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est pour ça que c'est important de se protéger en amont pour éviter que ça arrive, mais c'est aussi important de se savoir en sécurité si demain ça arrivait, et d'avoir une équipe qui est compétente pour répondre à ça. Aujourd'hui, un ransomware, il a plusieurs façons de rentrer sur votre réseau. C'est l'attaque la plus dévastatrice que peut subir une entreprise. Il va rentrer par le biais d'une pièce jointe malveillante. Donc là, une pièce jointe malveillante, ça va plutôt être autour de la sensibilisation de vos utilisateurs. Ça va également être autour de l'anti-spam pour pouvoir vérifier les pièces jointes que celles-ci ne soient pas vérolées. Ça peut être simplement un utilisateur qui fait un téléchargement en ligne, il a besoin d'un logiciel open source, il se rend sur le mauvais site et puis le fichier possède un fichier, une partie malveillante. Donc il faut avoir cette vigilance et cette sensibilité à la cybersécurité pour réagir au mieux. Et bien entendu, cela peut venir d'un logiciel pirate par le biais d'une intrusion sur votre réseau. En termes de conséquences, le but, c'est d'empêcher l'accès à toutes vos données. Donc, on va venir les crypter, les verrouiller. On va vous laisser un joli petit message vous demandant de payer une rançon en l'échange de la restitution de vos données. Si aujourd'hui, on peut vous donner un conseil, c'est de ne jamais payer la rançon, hein. C'est un message important. Ne payez jamais une rançon. Premièrement, vous n'avez pas la garantie de récupérer vos données. Et deuxièmement, si les hackers vous restituent vos données, qui vous dit qu'ils vont vous restituer la totalité? Peut-être qu'ils vont vous en restituer que 2% et vous dire pour avoir le reste, il faut payer tant. Et là, on rentre dans un cercle sans fin. Donc ne payez jamais, protégez-vous, ça sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, Mieux vaut prévenir que guérir. exactement. Aujourd'hui, il faut savoir que les hackers sont organisés, c'est presque comme une entreprise. Alors, vous avez ici un petit peu des schémas qui présentent l'écosystème. Maintenant, il y a carrément des réseaux hackers où vous allez avoir un service RH de recrutement, vous allez avoir un service de gestion de paye. Il y a des personnes qui sont payées pour faire le blanchiment d'argent, il y en a qui sont payées pour développer le logiciel. Donc, quand vous subissez une cyberattaque, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas forcément une personne qui est derrière et ça ne sera pas forcément facile de les identifier et de savoir qui a fait ça pour récupérer ce que vous avez perdu. Donc, aujourd'hui, encore une fois, la protection est plus importante que la guérison.
Je vais laisser la main à Nathan maintenant pour parler de son retour d'expérience qui sera ce qu'il y a de plus concret. Exactement. Merci Julien. L'idée principale, en fin de compte, c'est de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, vous parler de retour d'expérience qu'on vit sur le terrain, de clients chez lesquels on intervient après attaque, dans lequel on n'a pas de services adéquats qui ont été proposés. Et l'idée, ça va être de vous partager deux retours d'expérience, à la fois autour d'une PME et aussi autour d'une ETI internationale. Pour le coup, n'hésitez pas s'il y a des questions. Je regarde le chat en même temps et si vous avez besoin de plus de précision à certains endroits, je vais essayer d'être hyper clair. Mais n'hésitez pas, j'essaierai de répondre aussi en même temps en parallèle quand je le peux aux différentes questions. Donc au niveau de ce premier retour d'expérience, donc on parle d'une cyberattaque d'une PME française industrielle, c'est important. Je vais en parler tout à l'heure. Région parisienne, victime d'une cyberattaque le 28 janvier, donc il y a quelques jours. Cette fameuse société, lorsqu'elle nous appelle, bon, bah, évidemment, vous imaginez bien 80% tout simplement de son périmètre est compromis, dans lequel on va avoir ce fameux ransomware qui aura été exécuté par les attaquants. Et donc, en l'occurrence, la première chose qu'on demande, bah, vous imaginez bien, on intervient en gestion de crise, on a besoin de connaître un petit peu le périmètre adéquat. Et lorsqu'on intervient, on demande les logs de ce fameux EPP, ce fameux antivirus ou EDR, en tout cas tout type de journaux d'événements qu'on pourrait collecter pour pouvoir un petit peu comprendre l'étendue de l'attaque et vérifier enfin, potentiellement si on ne peut pas avoir des faits et gestes qu'on peut reconnaître appartenant à des attaquants. Première chose qui nous saute aux yeux, on a une seule alerte sur l'EDR. Donc en l'occurrence, on a un EDR, c'est hyper important de le préciser. Et cette seule alerte qu'on détecte, elle date du 11 janvier. Et cette fameuse alerte s'appelle Mimi32.exe. Je ne sais pas si autour de au niveau des personnes autour de la table, il y a des personnes qui connaissent cet outil-là. On avait fait exprès entre guillemets, de l'anonymiser à moitié. Mimi32.exe, qu'est-ce que c'est? C'est Mimikatz. Je ne sais pas si du coup ça vous parle un peu plus. Mimikatz, c'est un outil qui va permettre de faire des mouvements latéraux et des escalades de privilèges sur un système d'information. Mais la chose qui nous saute le plus aux yeux, en fin de compte, c'est que l'attaquant, grâce à cet outil qui a été détecté par l'antivirus, bah, il n'est pas chez lui, il n'a pas fait son attaque instantanément le 28 janvier, lorsqu'on intervient. On se rend compte qu'il est dans la société depuis bien plus longtemps, déjà une quinzaine de jours. Ce fameux Mimi32.exe a été exécuté. On ne sait pas ce qui a été fait avant. On n'a pas encore l'information de ce qui a été fait après. Mais en l'occurrence, on sait que globalement, l'attaquant a eu des faits et gestes sur une machine en particulier le 11 janvier. Il faut savoir une chose, c'est que tout simplement, comment l'équipe a-t-elle réagi initialement, l'équipe IT? Tout simplement, il y a des choses qu'il faut savoir entre guillemets en gestion de crise, ou en tout cas en réponse à incident. Il y a des axes obligatoires à réaliser. C'est tout simplement d'isoler le réseau pour pouvoir, en fin de compte, il faut imaginer qu'un attaquant, c'est comme un cambrioleur. Tout simplement, il faut faire sonner l'alarme, ou en tout cas le mettre à la porte de la maison pour qu'il puisse sortir et être sûr qu'il n'y ait plus de cambrioleurs dans la maison. Donc il faut couper le réseau, ce qui permet de pouvoir couper toute persistance active. Et de l'autre côté, au niveau de l'enquête, il y a deux informations qu'il faut récupérer. La première, c'est ce fameux binaire qui permet de chiffrer les machines. Et la deuxième chose, c'est ce fameux point pivot. Est-ce que le cambrioleur, donc ce fameux cyberattaquant, est passé par la porte, par la fenêtre, donc en l'occurrence sur un système d'information? Est-ce qu'il est passé par un serveur? Est-ce qu'il est passé par un poste de travail? Lequel il faut qu'on sache comment il est passé et quel a été son parcours sur le système d'information. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dans cet axe-là, acquérir ces informations pour pouvoir relancer de manière le plus pragmatique possible le système d'information. On sait que j'ai fait exprès de nommer une PME française industrielle. Quand vous avez vos usines, votre petite usine de votre fameuse PME qui est à l'arrêt complet, on va vous imaginer bien les impacts que cela peut avoir à la suite de la cyberattaque sans activité pendant plusieurs heures, plusieurs jours. La cerise sur le gâteau, au niveau simplement du constat des attaquants, vous imaginez bien déjà, vous avez une direction, un comité de direction qui est à plat, en fin de compte, hein, qui se pose la question, mais pourquoi nous? Et en plus de ça, vous avez des attaquants qui en rajoutent une couche, c'est le harcèlement téléphonique des attaquants. Il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, il faut notifier
certaines organisations lorsque vous vous faites attaquer, hein. On parlera de ce genre de détails-là. CNIL, police judiciaire, gendarmerie ou autre, hein, porter plainte tout simplement. Mais en parallèle de ça, bah, vous êtes face à des attaquants qui, eux, vont vous harceler au téléphone. Je ne sais pas si Julien, on a la possibilité de pouvoir lancer l'enregistrement et que tout le monde l'entende. Si c'est pas le Je cas, vais essayer. c'est pas grave, on vous enverra les PPT ultérieurement. Voilà, je vous laisse écouter. On l'entend? Et non, on n'entend pas. On n'entend pas Non. malheureusement, c'est pas grave. Pour le coup, je vais vous résumer ce qu'ils disent en anglais. Bon, bah, vous imaginez bien, vous plongez-vous dans un décor de film. Vous avez un fameux attaquant. Julien, t'embête pas, hein, c'est pas grave. Ouais, sinon j'en ai pour 3 minutes, hein. Je pense Vous qu'il faut avez. juste que je change en fait l'arrivée du haut-parleur. Ah, vas-y, alors, je t'en prie. Globalement, vous avez un attaquant qui va essayer de faire pression. Mettez-vous vraiment dans l'idée d'un film et qui va essayer de vous soumettre au fait de payer. Essaye, on réessaye pour voir. Oui, Mais non, on n'entend pas. On n'entend pas. C'est pas il n'y a grave. pas. Bon, tant pis. On vous enverra on vous enverra les enregistrements. Ce qu'il faut se mettre en tête vraiment là-dessus, c'est que ils veulent vraiment que vous payiez la rançon. Ils font en sorte de vous mettre la pression. Rappelez-vous, bah, je pense que vous vous en doutez, on n'a pas tous cette faculté, cette expertise cyber sur les bonnes pratiques. Mais en l'occurrence, hein, quand un attaquant vous échange avec vous au téléphone, vous relance, vous harcèle au téléphone pour pouvoir payer une rançon, bah, évidemment que humainement, on commence à douter et à se poser des questions si on est accompagné tout simplement par simplement des personnes qui nous veulent du bien ou pas. Voilà. Et bah, la suite logique, c'est très simple. Julien, je te laisse passer à la suite. Comme je vous le disais, c'est hyper important lorsqu'on intervient sur une réponse à un incident. Il y a deux choses. Il y a l'impact technique versus l'impact business. On a besoin de pouvoir repérer et tout simplement pour repérer, il faut être sûr que l'attaquant est plus chez vous. Donc on est obligé de faire un arrêt temporaire du réseau. Le temps de pouvoir, en fin de compte, détecter ces deux choses, le point pivot et tout simplement le binaire en charge de l'attaque, ce fameux ransomware.exe, on pourrait l'appeler comme ça. C'est important lorsqu'on intervient dans une PME, bah, vous imaginez bien que une stratégie de gestion de crise, c'est pas quelque chose qui est commun et surtout il n'y a pas d'exercices qui sont organisés dans leur quotidien. Donc on est obligé de pouvoir créer cette fameuse war room, cette crise, enfin cette réunion de guerre dans lequel eh ben, on va pouvoir être en capacité de pouvoir intervenir. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une totale décentralisation du SI dans lequel eh ben, on a différents intervenants lorsqu'on intervient. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir bah, échanger avec les meilleurs acteurs pour aller le plus vite possible. On a vraiment une importance lorsqu'on intervient, c'est de pouvoir expliquer que voilà, on va intervenir, qu'on va avoir un impact sur la production de la société pendant X heures ou X jours. Mais l'idée, c'est de pouvoir se relancer en ayant une capacité tout simplement de relance optimale. Comment relancer le business après l'attaque? Bah, c'est très simple, hein. Lorsque les conseils dont on vous prodiguera dans quelques minutes, bah, c'est évident, c'est que bah, il faut savoir une chose, il faut repasser dans un environnement sain. Qui dit sain, c'est sans doute avec bah, tout simplement des outils technologiques qui vont vous permettre de pouvoir vous sécuriser, mais d'autant plus avec un service derrière pour pouvoir être sûr de réagir en cas de persistance des attaquants existantes. Voilà. Le dernier point, vivre après une cyberattaque. Vous imaginez bien que lorsque vous êtes au comité de direction et que quelques heures ou quelques jours après, vous recevez vos premières alertes, bah évidemment, ça cause des risques psychosociaux, faut le dire, hein, c'est important et c'est pas simple. L'idée, c'est de pouvoir bah, voilà, vous accompagner pour pouvoir être en capacité de comprendre et vivre cette fameuse cyberattaque après, l'après-coup de la cyberattaque. Voilà. Mais c'est clair et net qu'il existe des risques psychosociaux. Ouais, et je veux profiter de rajouter, je pense que tu es d'accord avec moi, mais effectivement, hein, il y a moi je trouve que c'est un problème dans les entreprises, c'est qu'on a souvent des plans de gestion de crise en fonction de telle ou telle organisation. Mais c'est vrai que le sujet de la gestion de crise en cas de cyberattaque est très rarement mis sur la table. Et c'est quand même un sujet dont il faut discuter au niveau des membres de la direction, hein. C'est de se dire, bah, demain, on subit une cyberattaque, comment est-ce qu'on s'organise? Déjà, ne serait-ce que d'avoir ce petit plan-là,
permettra d'avoir une réaction plus efficace, savoir qui mettre dans la boucle, qui mettre dans les échanges, et aussi pouvoir dire à votre intervenant cybersécurité, bah voilà, notre cellule de crise, elle est là, c'est cette équipe-là avec qui vous devez traiter, c'est eux qui seront les plus à même de vous répondre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathan, mais je pense que c'est un point important. Ah mais c'est clair qu'il faut être pragmatique, Julien, pour le coup, et clairement, l'idée, c'est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible, comprendre vraiment l'étendue de l'attaque, être en capacité de pouvoir vraiment échanger avec les interlocuteurs les plus pertinents pour l'enquête, Mm. pour aller le plus vite possible, hein. Il y a une question de Florent dont je me permets de rebondir, et Oui. c'est en lien avec ce qu'on se dit tout de suite, hein. Selon vos expériences passées, quelle est la durée moyenne d'impact pour l'entreprise comprise pendant laquelle le SI reste non fonctionnel? Alors, il y a pas de. On a essayé de faire la moyenne en 2024 sur les PME et ETI. Il n'y a pas vrai. En fin de compte, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que déjà, il y a deux calculs. Selon la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise, les obligations de l'entreprise, cela diffère énormément. Mais globalement, en 2024, on a passé on a une moyenne à peu près à 4 à 5 jours, 4 jours et demi, dans lequel eh ben, on crée un impact et dans lequel le réseau a besoin d'être, enfin, n'est pas en production enfin le réseau, en tout cas je parle de la production, n'est pas en production sur le SI n'est pas en production, tout simplement. Donc maintenant, c'est un calcul rapide, hein, 4 jours sans production, combien ça coûte à l'entreprise en termes de pertes financières et tout ce qui en découle avec ce qu'on a dit au début par rapport à l'iceberg. D'autant plus que dans quelques minutes, on va essayer d'évoquer voilà, les techniques ou tactiques qu'on pourrait être en capacité de pouvoir détecter sur les prémices d'une attaque par le biais d'une solution de type MXDR typiquement. Mais en l'occurrence, clairement, à faire le calcul, je pense qu'il y a des dirigeants autour de la table qui sont capables de très rapidement comprendre que 4 jours sans activité, on le voit d'ailleurs, on voit ces résultats, hein. 60% des PME dépose le bilan à la suite d'une cyberattaque. C'est pas un faux calcul déposé par le Sénat il y a de ça quelques années. Voilà. On va parler de la deuxième cyberattaque. C'est une ETI de retail de luxe. Vous avez vu la petite illustration dans laquelle on voit le Papa Noël, le Père Noël. Et donc en l'occurrence, donc on parle d'une ETI française dans le retail. Donc on s'imagine, on se plonge dans le décor. Il y a donc en l'occurrence, il y a plusieurs boutiques à travers le monde. C'est sans doute dans plus de ça, une ETI que vous connaissez bien. Et puis, bah, effectivement, les attaquants, eux, ils vous attaquent la nuit du 25 décembre. Je suis sûr que ce 25 décembre 2024, la majorité des personnes autour de la table savent exactement ce qu'ils font. Bon, évidemment, il y en a la moitié qui dort, de l'autre côté, il y en a la moitié qui sont en famille. Et donc, de ce fait, bah, il faut savoir une chose, c'est que vous, pendant que vous êtes dans ces moments sympathiques, agréables, qu'est cette période estivale de l'année, et ben, en parallèle, les attaquants, eux, c'est leur période prolifique, tout simplement, pour pouvoir pour pouvoir vous attaquer. Ok. Faut ça déjà en préambule, il faut savoir une chose, c'est que on est d'autant plus sur le qui-vive au moment fatidique de l'année dans lequel bah, il y a des congés, dans lequel il y a des jours fériés et tout simplement, bon, bah, sans les citer, mais globalement le mois de mai, le mois d'août et la période estivale sont des moments particulièrement sensibles. Là-dedans, c'est hyper important, c'est que bon bah vous imaginez bien, 25 décembre, il y a très peu d'activités. 26 décembre, tout le monde se réveille, les boutiques s'ouvrent et puis bah, les premiers clients arrivent en boutique. Et là, c'est le choc pour tout le monde. On ne peut plus payer, on ne peut plus checker, on n'a plus l'accès aux différents stocks de la société. On est dans une société qui vit quasiment au follow the sun. On a des boutiques en Asie, on a des boutiques sur le continent américain, on a évidemment des boutiques en Europe. Et donc de cette manière, ce qui se passe, c'est très simple, hein, c'est que bon, bah, les premiers appels commencent à arriver vers l'équipe IT, hein. Et là, bon, bah, vous avez une équipe IT qui est à moitié en vacances, évidemment, 25-26 décembre. Une autre partie de l'équipe qui est sur le qui-vive et qui a besoin de trouver un partenaire, un prestataire pour intervenir à la suite de à la suite de leur cyberattaque, dans lequel bah, ils n'ont malheureusement pas l'expérience de la vivre.
Comment ils font? Bon, bah, tout simplement, ils nous contactent, on intervient, de nouveau, on crée la crise, cette fameuse war room, on est en charge de la gestion de cette crise-là, on est en charge aussi de ce qu'on appelle les investigations forensiques. On a cette obligation de pouvoir de nouveau interrompre le réseau, trouver nos fameux points importants, le binaire en charge de l'attaque et le point pivot, ce qui n'est pas si simple pour le coup parce qu'on est sur un environnement international et dans lequel les points d'entrée sont d'autant plus multiples, hein. On n'est pas sur un réseau centralisé. Et en parallèle de ça, ce qui vient ajouter une petite couche aux investigations, c'est évidemment la revendication de l'attaque par les attaquants. Bon, vous connaissez sans doute beaucoup de groupes d'attaquants, enfin, vous connaissez sans doute certains groupes. Là, on va parler de Lockbit, évidemment, qui revendique, donc Lockbit, qui est l'un des plus gros faiseurs de ransomware as a service, dans lequel ils vont revendiquer l'attaque et qui va mettre encore plus de pression sur, évidemment, le comité de direction, sur l'image impactée de la société et évidemment l'image que reflètent simplement les équipes informatiques et l'équipe de la DSI. Voilà. Donc lorsqu'on intervient, si je peux me permettre juste de te demander de changer de slide, Oui, lorsqu'on intervient de nouveau, vis repetita, un arrêt du réseau temporaire. L'arrêt d'un réseau temporaire dans une société qui est décentralisée au niveau du SI, c'est pas simple parce que vous vous retrouvez avec plusieurs SI à couper, avec plusieurs interlocuteurs locaux des local IT. On intervient pour simplement pour créer pour être en charge de la stratégie de gestion de crise. On est face à un très gros défi. Concrètement, c'est qu'on est sur un système d'information dans lequel on retrouve non pas, on retrouve plusieurs outils technologiques techniques, donc des EDR, des antivirus, mais dans lequel la difficulté, c'est qu'on n'en retrouve pas plusieurs centralisés, mais plusieurs totalement décentralisés. C'est-à-dire que sur le continent américain, on a une solution, sur le continent européen, on a une solution, et sur le continent asiatique, on en a deux, ce qui crée en fin de compte beaucoup plus de problématiques pour retracer ce qu'on va appeler la timeline, en fin de compte le cheminement des attaquants. On a besoin de retracer cette fameuse timeline, savoir par où ils ont commencé, ce fameux point pivot, pour savoir là où ils ont fini, pour éradiquer toute persistance et relancer de manière drastique le système d'information. Donc, on y arrive en quelques heures. Ça nous permet tout simplement de pouvoir bloquer simplement le binaire en charge de l'attaque, bloquer toute persistance. On récupère ce qu'on va appeler les IOC, les indices de compromission, qui vont nous permettre de pouvoir les partager simplement déjà à différentes autorités, mais aussi les intégrer dans nos outils pour pouvoir ce qu'on va appeler hunter, donc rechercher s'ils sont présents aussi sur d'autres machines. En parallèle de ça, faut imaginer une chose. Comment relancer le business après l'attaque? C'est hyper important parce que pour relancer le business, on a besoin de passer l'ensemble des actifs dans un environnement sain. Et ça, c'est pas anodin parce que vous vous retrouvez face à une société totalement décentralisée dans laquelle on a besoin d'installer tout simplement un EDR, installer des solutions de sécurité sur les différents actifs et dans des conditions simplement horaires, de time zone compliquées. Et donc ça prend plusieurs heures, ça prend plusieurs jours. Mais une fois que ces machines sont intégrées et que les équipes du SOC, donc le Security Operations Center, les analystes ont bien pris en compte le fait qu'elles ont été intégrées. Ça vous permet de pouvoir relancer le business après l'attaque. Et ça, ça prend du temps parce que quand vous avez vous avez un millier de machines à installer dans lequel vous avez une décentralisation totale, mais d'autant plus que vous avez plus d'outils de déploiement de masse parce que il a été aussi compromis. Et ça prend, ça impacte énormément sur le business pour les relancer. Donc vous imaginez bien quand on relance le business, l'idée, c'est de prioriser les actifs critiques pour relancer les boutiques ou la production de ces fameuses boutiques. De nouveau, je vais parler de ces fameux risques psychosociaux. Vivre après une attaque de grande ampleur, pardon. Et donc, vous imaginez bien de nouveau, hein, on se pose la question, pourquoi ça nous arrive à nous et pas à un autre? On se pose aussi la question, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire de nouveau. Concrètement, c'est une remise en question complète
de l'équipe de la DSI et du DSI lui-même, voire même du comité de direction, hein, pour le coup. Et c'est une prise de conscience assez énorme, évidemment, quand on se fait attaquer, de ne pas revivre ce genre d'impact. Il faut savoir une chose, du coup, je me permets de rebondir sur la question de Florent, sur le nombre de jours qui ont créé de l'impact de production. Là, pour cette société, il faut savoir une chose, donc c'est une société qui a été attaquée le 25 décembre. Donc il y a il y a 2 mois, pile poil, pour le coup, ils sont toujours en pleine reconstruction. Et ça, ils ont juste une petite chance, et je pense que je vais faire rigoler certains anciens. Le seul actif qui n'a pas été touché, c'est leur ERP qui est un AS400, pour le coup. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les attaquants, eux, n'ont pas eu cette chance de pouvoir, enfin en tout cas, sont peut-être, on peut imaginer qu'ils sont peut-être un peu plus jeunes et n'ont pas la compétence pour aller chiffrer un AS400 pour le coup. Donc le seul actif qui n'a pas été touché, critique, c'est l'AS400, ce qui a permis de pouvoir permettre de ne pas d'en perdre un minimum, mais surtout derrière ça, de pouvoir relancer le SI de production, surtout au niveau du business, donc c'est-à-dire au niveau des boutiques. Je prends la question de Florent que j'ai pas lue. La diversité des technos permet peut-être aussi de diminuer le risque d'une compromission totale. Alors celle-ci, je l'ai jamais vue et je vois ton commentaire à la fin humour. C'est clair que, et encore, je n'ai pas rajouté certains détails, mais concrètement, on est tombé sur une société dans laquelle il y avait de la diversité. Malheureusement, c'était des prises de position de divers DSI qui étaient passés ces dernières années et dans lequel on retrouvait, je peux même rajouter ce genre de détails-là, on retrouvait des solutions qui étaient à la fois des solutions de sécurité qui étaient à la fois on-premise et aussi des solutions de sécurité qui étaient aussi dans le cloud. Ce qui permet, donc, on se retrouvait des fois avec des solutions qui étaient chiffrées. Voilà, je vais même le dire, un EDR on-premise qui a été chiffré, ou en tout cas son tenant qui a été chiffré. Donc vous imaginez bien que pour les enquêtes, ça crée de gros pépins en termes simplement de follow-up de l'enquête. Voilà. La sécurité par l'obsolescence, c'est clairement ça. Donc la fameuse expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier n'est pas forcément vrai dans le cadre de la sécurité, quoi. Voilà, c'est clair. Pour le coup, en tout cas, sélectionner attentivement et se faire recommander ce qu'on choisit, parce que pour le coup, c'est clair que les mauvais choix peuvent coûter très cher. Ouais, et puis j'ajouterais que pour avoir une bonne sécurité, il faut avoir plusieurs solutions de sécurité, mais pour un domaine précis. Avoir deux anti-spam sur ses boîtes mail, ça sert à rien. Par contre, en avoir un et en complément derrière, avoir de l'EDR par exemple, ça, c'est deux solutions qui viennent se compléter. Mais il ne faut pas que ça soit plusieurs fois la même solution ou des solutions qui se chevauchent au risque de créer des conflits. Comme par exemple garder un antivirus classique et d'ajouter par-dessus un EDR. Ça n'a aucun intérêt. En général, l'EDR fera aussi son rôle d'antivirus et sera même beaucoup plus efficace. Clairement. Je ne peux que confirmer. C'est hyper important à la suite de ces retours d'expérience. Mine de rien, c'est pas anodin. S'il y a un risque, des conséquences et un résultat. Le risque, c'est quoi? C'est tout simplement pour une PME ou une ETI, c'est une interruption d'activité, c'est une perte de données, c'est une image impactée. Je pense que tous autour de la table, au niveau de la diversité des secteurs dans lesquels on travaille tous, on ne peut pas se permettre voilà, d'avoir une revendication des attaquants parce que derrière ça, ça repose tout simplement sur des conséquences directes ou indirectes dont on ne peut même d'ailleurs quantifier. Mais voilà, il faut imaginer qu'un coût moyen d'une attaque sur une PME ou d'une ETI, lorsqu'on arrête totalement la production de la société, lorsqu'on refuse des clients dans une boutique, typiquement, c'est des pertes de contrats, pertes de clientèle, c'est tout simplement une diminution du chiffre d'affaires. Sur 2024, il y a eu une moyenne qui est sortie aux alentours de 200 000 euros à la suite d'une cyberattaque en termes de conséquences. Le fameux résultat, c'est un chiffre du Sénat qui commence à dater, qui a été légèrement rehaussé depuis, on est en 2025, le chiffre du Sénat date de 2022. Et donc, en l'occurrence, 60% des PME touchées déposent le bilan à la suite d'une cyberattaque. Et ce fameux résultat est quand même alarmant. Les PME représentent le tissu économique français, le patrimoine dont nous avons en termes d'entrepreneuriat, et dans lequel, évidemment, je pense qu'on a tous beaucoup de peine et beaucoup de remords de se dire comment on peut améliorer ce chiffre-là.
être mieux protégé à la suite d'une cyberattaque pour éviter évidemment d'avoir à déposer le bilan. Voilà. Et je vais rebondir par rapport à nos participants d'aujourd'hui. Je vois qu'on est du coup 26 de connectés aujourd'hui. On avait une quarantaine d'inscrits à peu près. Ce qu'il faut se dire, c'est que 60% des PME touchées déposent le bilan. C'est-à-dire que si demain il devait y avoir une attaque de grande ampleur, il y aurait 60% d'entre vous qui ne seraient pas en capacité de sauver l'entreprise. D'où l'importance que ces chiffres ont d'en avoir connaissance et en avoir connaissance, c'est aussi pouvoir anticiper le risque. Très ouais. À la suite de ces retours d'expérience, l'idée c'est de savoir, bah voilà, lorsque nous intervenons, comment, en fin de compte, il y avait eu des précautions qui avaient été prises par les deux fameuses sociétés dont je vous évoque, et puis les larges réponses à incidents chez lesquelles on intervient, dans lesquelles on aurait pu très rapidement détecter l'attaquant et être en capacité de pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour pouvoir bloquer son attaque. Comment on a fait? C'est très simple, c'est qu'on est venu, en fin de compte, on a pris le cheminement sur l'année 2024, le cheminement principal d'un attaquant sur tout simplement ses tactiques et ses techniques dans le cadre d'une cyberattaque. Donc on a retracé le parcours dans lequel on voit que la première tactique, c'est un accès initial. Voilà, on parlait de points d'entrée tout à l'heure, ce fameux point pivot. Donc la première chose, c'est une entrée par un email de phishing ou l'entrée par une surface externe, c'est potentiellement une vulnérabilité dans lequel, qui a été identifiée par les attaquants, ce qui leur permet de pouvoir simplement trouver une faille au niveau de la vulnérabilité et exploiter cette fameuse vulnérabilité. Le deuxième cas, c'est le cas le plus, en tout cas le plus utilisé, c'est la fameuse entrée par un email de phishing, la compromission d'une boîte aux lettres et puis après la compromission d'un utilisateur. Une fois que l'attaquant a réalisé cet accès initial, il va réaliser une consolidation, une préparation, hein. Globalement, il va avoir sa petite télécommande, il va pouvoir se balader sur le système d'information, et puis après, il va pouvoir faire ce qu'on va appeler, en termes de tactique, l'impact sur la cible. On s'est permis de mettre des petits boucliers à chaque fois, dans lequel ce fameux MXDR aurait pu tout changer. Effectivement, hein, l'entrée par le biais d'un email de phishing, c'est-à-dire que la compromission de la boîte aux lettres de Julien au sein de chez Vfleet, ce qui se passe, c'est qu'on l'aurait détecté sur différents cas. Le cas dans lequel typiquement on aurait détecté que Julien se connecte depuis un pays étranger, alors que Julien travaille en France. On l'aurait détecté sur le fait que Julien, en quelques minutes, s'est connecté depuis la France et depuis l'Asie. En quelques minutes, c'est pas possible, à part si il a des pouvoirs, Julien. On l'aurait détecté Oh, sur d'autres détections. Et puis après, c'est la même chose sur la partie surface externe, dans lequel une exploitation d'une vulnérabilité sur un actif, dans lequel on a mis en place le MXDR, aurait pu tout changer, parce qu'effectivement, de nouveau, on l'aurait détecté déjà au niveau des solutions de sécurité, mais en plus de ça, par le biais du service qu'on propose en 24/7 pour pouvoir intervenir et on va dire tout simplement bloquer tout axe d'attaque de l'attaquant. Voilà. Donc, pour le coup, l'impact sur la cible est une finalité, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment intervenir en amont pour pouvoir bloquer sur les prémices de l'attaque. Voilà. On attaque donc, sur la solution. ouais, tout à fait. Alors, le Tu sais, MXDR, présenter le militaire, hein, c'est toi qui as la connaissance et c'est toi qui interagis avec les outils. Donc là, tu seras le plus à même d'en parler. avec grand plaisir. Donc le MXDR, c'est quoi? Donc MXDR, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire Managed Extended Detection Response. En l'occurrence, c'est quoi? C'est une solution qu'on apparenterait à du SOC, donc Security Operations Center, dans lequel on va être capable de pouvoir se connecter à vos différentes solutions de sécurité. Donc principalement SentinelOne, Microsoft Defender, dans lequel vous avez des licences business premium, Trend Micro, Sophos, WeSecure, potentiellement d'autres solutions à terme. On va rajouter aussi cette partie Digital Workspace. C'est hyper important. Comme je vous le rappelais il y a quelques minutes, on va s'intégrer sur ces solutions-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'un des points d'entrée principaux des attaquants en 2024 et évidemment en 2025. Ça permet d'avoir vraiment ces deux types de points d'entrée de prémices d'attaque. Et puis après, avec ça, on va rajouter quelques add-ons, vos domaines contrôleurs, donc globalement vos actifs critiques, vos firewalls qui représentent aussi un point d'entrée, et d'autres actifs cloud dans lesquels, évidemment, on va retrouver simplement un ERP, un CRM ou autre, dans lequel vous stockez de la donnée critique.
faut savoir une chose, c'est qu'on prend tous ces outils-là, on les fait corréler dans un outil qu'on appelle un SIEM. Un SIEM, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de pouvoir collecter l'ensemble des journaux d'événements de vos actifs, dont je viens de nommer, pouvoir mettre en place des règles de détection. Et ces fameuses règles de détection vont être déclenchées selon les propriétés qui ont été paramétrées. Et donc, en l'occurrence, l'idée, c'est de pouvoir à la fois faire lever le doute par le biais d'une alerte qui se déclencherait, et en même temps enrichir cette alerte avec des informations d'indices de compromission qu'on serait capable de pouvoir collecter à la suite de cyberattaques qu'on traite au quotidien. La solution qu'on utilise chez nous, c'est donc en l'occurrence Elastic, qui est l'un des meilleurs SIEM du marché en l'occurrence. L'ensemble de vos données sont stockées en France. Et une fois, donc en l'occurrence, qu'on a déclenché l'alerte, cette fameuse alerte, elle, va être orchestrée au niveau du SOAR. SOAR, ça veut dire Security, Orchestration and Automation Response. Ça va permettre de tout simplement créer un workflow, permettre d'intégrer ce qu'on va appeler de la verbosité, de l'information au niveau des analyses, et aussi, très souvent, permettre d'automatiser la réponse. Typiquement, quand on détecte que Julien s'est connecté depuis 2 pays étrangers en quelques minutes et qu'il est 3 heures du matin, vous imaginez bien qu'on essaye de pouvoir automatiser le fait de bloquer le compte à 3 heures du matin, vous prévenir tout simplement pour pouvoir vous dire, voilà, on a détecté une compromission, et en parallèle, nous permettre de pouvoir simplement, heure ouvrée, relancer l'activité de Julien s'il a été compromis ou pas, et savoir l'ensemble des choses dont il a réalisé. À la suite de ça, une fois que l'alerte arrive sur les outils, et donc en l'occurrence sur le SOR, donc sur l'outil à la fois de ticketing et d'orchestration et d'automatisation, ça va être analysé par le SOC. Donc en l'occurrence, c'est traitement des alertes, automatisation des process, réponse aux différents supports. Il peut y avoir des supports au niveau des outillages sur lesquels vous vous êtes connecté. Et puis la suite logique, c'est pouvoir intervenir dans le cadre du CERT. Demain, si votre alerte, le fameux comportement malveillant, n'est pas qu'un simple faux positif, mais surtout est clairement un incident. Voilà. Comment ça s'orchestre? Julien, je te laisse passer à la suite. Ouais. Comment ça s'orchestre? De nouveau, on fait une intégration par défaut. C'est vraiment important. On s'oblige à vous intégrer à la fois au niveau Digital Workspace et aussi EDR, donc à la fois sur votre tenant de messagerie, votre tenant cloud, et aussi sur vos actifs, sur vos machines, donc vos postes de travail, vos serveurs, vos utilisateurs, vos emails, vos données. On y ajoute donc du coup une sécurité en 24/7, cette fameuse sécurité en plus qui permet de pouvoir être proactive face aux menaces. Rappelez-vous du retour d'expérience de la PME qui avait ses solutions de sécurité, mais pour autant qui n'avait pas détecté depuis plusieurs semaines l'attaque. On y ajoute une expertise cyber évidemment. Donc nos analystes sont tous des experts cyber reconnus avec une vraie expertise en tant qu'analyste SOC. On y ajoute du pilotage, donc ça va nous permettre tout simplement de pouvoir ajouter 2 rapports, un rapport d'activité et un rapport tout simplement de vulnérabilité pour pouvoir à la fois avoir un niveau, une vision steering et une vision technique de votre système d'information. Julien va vous en parler dans quelques minutes des fameux rapports. Et hyper important, on ajoute une journée allouée en 24/7 de réponse à incident, donc du fameux CERT, d'équipe de réponse à incident. Pourquoi? On estime qu'on est les pompiers les plus à même de répondre à un incident, étant donné qu'on a les plans du bâtiment. Donc on va encore plus vite. Il faut savoir une chose, et c'est hyper important. En 2024, on ne l'a jamais dépassé cette journée parce que, encore une fois, dans le parcours des attaquants, de la même manière, ce qui se passe, c'est qu'on détecte l'attaque au niveau des prémices de celle-ci. Alors attention, ce n'est en aucun cas ce que je dis un accord contractuel, mais c'est hyper important de la prendre en compte sur les statistiques qu'on a pu faire en 2024. Ouais. Je te laisse Toutes les passer la suite. solutions, ouais, toutes Pardon. les solutions que tu as présentées avant, et ça, je veux qu'on mette l'accent dessus. S'il n'y a pas les humains compétents derrière pour les maintenir, les exploiter et les utiliser correctement, les solutions ne servent à rien toutes seules. C'est important aussi de le savoir. On pourrait se dire qu'on peut tout gérer tout seul, mais c'est pas pour rien qu'il y a des entreprises expertes sur le sujet avec des équipes qui y sont dédiées à 100%. Donc voilà, c'est d'où l'importance d'avoir cette partie service manager et cet accompagnement qui est plus que nécessaire, que ce soit avec nous ou qui que ce soit. C'est clair.
Un des gros bénéfices de notre solution, c'est qu'on va pouvoir vous proposer des reportings réguliers, hein, pour pouvoir vous fournir en fait un petit peu un état des lieux, une cartographie. L'idée, c'est que chaque mois, vous puissiez avoir un retour sur la vie de votre réseau par rapport à la cybermenace. Donc là, c'est des exemples de différents rapports qu'on a pris qui sont anonymisés. Mais voilà, vous allez avoir une partie cyberscore qui va constituer la première partie en fait de votre système d'information et qui va vous permettre de déterminer comment vous vous positionnez en termes de qualité de sécurité aujourd'hui. Derrière, on va pouvoir vous fournir un rapport détaillé des menaces qui ont pu être identifiées, des menaces qui étaient avérées et des faux positifs. Alors, en l'occurrence, j'ai pas pris le meilleur des exemples, mais on a le pourcentage d'augmentation par rapport au mois précédent. Là, en l'occurrence, c'était chez l'un de nos clients pour qui on venait de déployer la solution. Donc, forcément, on passe de 0 à plus de 67 menaces identifiées par les outils. Donc, forcément, ça fait des chiffres d'augmentation qui sont conséquents. Mais l'idée, c'est aussi de voir que bah, quand on n'avait rien avant, bah, effectivement, il y a eu 29 menaces qui ont été identifiées. Donc, potentiellement, il y en a eu beaucoup plus avant et il y a peut-être déjà eu des backdoors de déposés ou autres. Hein, ça a été le cas chez certains clients qu'on a vu lorsqu'on a déployé les outils. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà des éléments installés par des attaquants qui permettaient d'avoir un accès à des informations plutôt sensibles. Donc, même si on le met que maintenant, on peut identifier des problèmes d'avant. Tu es d'accord avec moi là-dessus, Nathan? Ça ne veut pas dire qu'on n'identifiera pas ce qui a été installé avant. C'est clairement le cas. Concrètement, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on va intégrer un actif, un scan va être lancé sur la machine, ce qui va nous permettre de pouvoir savoir, en fin de compte, l'état du disque, l'état de l'actif en l'occurrence, et de permettre de pouvoir détecter toute persistance, tout outillage non compliance, tout un tas de choses. Donc effectivement, là, c'est l'exemple que tu as pris, Julien, c'est effectivement un client chez lequel on a fait l'intégration qui n'était pas hyper clean, entre guillemets et dans lequel on voit la fluctuation de menaces qui a explosé, mais pour autant le mois d'après qui a très très largement diminué parce qu'on a divisé par deux le nombre de faux positifs, en tout cas on les a tous exclus, et puis après les menaces ont elles été mises en quarantaine, bloquées, supprimées par les équipes IT locales ou en tout cas même par Vfleet, et donc de cette manière-là, ce qui se passe c'est que on se retrouve avec on va dire un SI beaucoup plus clean après notre arrivée pour le coup. Voilà. En tout cas, C'est beaucoup plus. plus compliance. Oui, complètement. Donc voilà, et puis après, on vous fournit également un état de votre parc. Alors, l'importance d'avoir cet état de parc, c'est de voir le nombre de machines actives. Si vous avez 300 postes et que on vous en remonte que 150, c'est peut-être que la solution n'a pas été déployée sur tous les postes et donc il faut le déployer. Mais ça vous permet aussi d'avoir un suivi surtout des systèmes d'exploitation. On sait par exemple que Windows 10 va s'arrêter au niveau du support, donc n'aura plus de mise à jour de sécurité à partir d'octobre 2025. C'est-à-dire que là, à partir d'octobre 2025, vos machines n'auront plus de mise à jour de sécurité, ce qui constitue une faille majeure, puisque dès qu'une faille de sécurité sera identifiée sur un Windows 10, les attaquants pourront l'exploiter autant de temps qu'ils le veulent, puisqu'il n'y aura pas de patch pour combler cette faille. Donc c'est important d'en avoir conscience, et c'est pour ça qu'on vous fournit un rapport sur les machines obsolètes, pour que soit vous soyez d'accord avec le risque de conserver cette machine. Alors, il peut y avoir des raisons spéciales, hein, un logiciel qui n'est plus compatible avec des versions plus récentes, etc. Mais dans ces cas-là, on vous invite à vous tourner vers une nouvelle solution. Mais voilà, au moins, vous avez connaissance des failles de votre système par rapport à ces systèmes d'exploitation. Et ça, notamment, hein, le patch management, la mise à jour sur vos machines en automatisé, ça a son importance également. C'est une autre solution, hein, on n'est pas là pour parler de celle-ci aujourd'hui, mais elle est tout aussi importante en termes de sécurité qu'un anti-spam ou que d'avoir de l'EDR ou du SOC en 24/7. Et puis, on vous donne aussi vos vulnérabilités avec un indice de criticité pour qu'on puisse derrière soit vous accompagner, soit que vous puissiez vous faire accompagner pour pouvoir définir un plan d'action et ainsi apporter du durcissement et de la sécurité supplémentaire sur votre réseau.
On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, c'est le moment de poser toutes vos questions, hein. On est là pour échanger, hein, surtout. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ne vous privez pas. Profitez qu'on soit là. Profitez d'avoir un expert dans la réponse à un incident pour poser les questions que vous n'avez pas l'occasion de poser habituellement. Et dans tous les cas, pour conclure, hein, je dirais que c'est important de se sécuriser avant même qu'on ait subi une cyberattaque. Et même si la cyberattaque est subie, plus on aura mis d'éléments avant, et plus on pourra réagir efficacement, et plus on assurera un retour d'activité à l'entreprise rapidement. Et le temps est toujours compté dans le cadre d'une cyberattaque, c'est ce qui est le plus important. Clairement. Merci à tous pour votre écoute. Je me permets de rebondir sur une première question, du coup, une question de Très bien. David Chéniaud. Et l'anti-spam. Je suppose que vous vouliez évoquer ce sujet au moment où j'ai présenté le parcours, en tout cas les intégrations, pardon, qu'on est capable de pouvoir réaliser. Alors, dans un premier temps, enfin, pour le coup, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, ça fait partie en tout cas, de l'outillage dans lequel on a cette capacité à pouvoir élever le niveau de maturité par le biais de la messagerie, pour le coup. Nous, on a voulu être pragmatique vis-à-vis de l'offre, on va dire, essentielle de base pour des PME. Mais effectivement, à terme, l'idée, c'est de pouvoir intégrer cette partie anti-spam au niveau du MXDR. Donc, ça va arriver d'ici quelques mois. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Elle date de 10 minutes, donc j'ai essayé de retracer un petit peu le moment à laquelle vous l'avez posée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut pas hésiter. On est là pour pouvoir y répondre de la manière la plus claire possible. Et s'il n'y en a pas, de toute manière, c'est pas parce que vous n'en avez pas tout de suite et que vous en aurez d'ici quelques minutes ou après le webinaire en tout cas, qu'il ne faudra pas hésiter à les poser à Julien ou à moi-même directement. Il ne faudra pas hésiter. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a des demandes pour avoir le replay. Oui, oui, il y aura le replay d'accessible, hein. On le publiera sur la page YouTube de Vfleet. Donc, vous pourrez y accéder sans problème pour voir la rediffusion depuis le début. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vois qu'il y a ne pas sous-estimer le risque d'accès physique. Effectivement, hein, il faut surtout pas sous-estimer ça. La sécurité de vos bâtiments et la sécurité de l'accès à votre SI s'il est on-premise est tout aussi importante que ce que vous allez sécuriser virtuellement contre les cyberattaques. Je vois que vous mettez l'intrusion, effectivement, hein. On a déjà eu des cas d'entreprise où on laisse une clé USB tomber de la poche pas très loin de l'accueil, où il y a beaucoup de passages avec la petite étiquette plan social ou la petite étiquette salaire direction. C'est des petites choses qui interpellent et qui donnent envie d'aller voir pour des utilisateurs. Et bah, en général, hein, dans cette clé-là, c'est pas les bulletins de salaire qu'on y trouve, mais c'est plutôt l'attaque. Voilà, donc effectivement, la sécurité physique est tout aussi importante. Est-ce qu'on a d'autres questions de nouveau? On a eu la chance d'avoir plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. Oui. N'hésitez pas. On est vraiment là pour ça, pour répondre à toutes ces questions-là. Et bah, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de questions, Julien, je Voilà. pense qu'on peut On va clôturer, libérer tout le monde. et libérer tout le monde Voilà. pour la prochaine réunion de tout le monde. Oui, un grand merci à tous pour votre attention, votre participation. Si vous avez des questions, on vous invite à vous rapprocher des équipes que vous avez l'habitude de voir. Et sinon, vous pouvez prendre contact avec nous directement sur notre site internet. Et bien entendu, on est disposé à répondre à tous les sujets autour du SI et aussi autour de la sécurité physique pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Même si ce ne sera pas forcément nous directement, surtout n'hésitez pas. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et surtout, protégez-vous. Merci à tous. Bonne journée.